Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Bienvenue à la grande édition d'information de ce soir. Messieurs, dames, bonsoir. Cela dit, dans le cadre des festivités entrant dans le cadre du gala de la République, la première dame, Madame Hadiza Maborouk, a offert un dîner de gala à l'hôtel Bravia de Niamey. Le comité d'organisation profite de l'occasion pour rappeler que toutes les recettes réunies à ce gala serviront à entretenir les femmes et les enfants des forces de défense et de sécurité tombés sur les champs d'honneur. Plusieurs donateurs se sont déjà manifestés dans ce sens. Suivez plutôt. Suite à l'organisation du gala de la République sur l'initiative de son Excellence Monsieur le Président de la République, la Première Dame a offert un dîner de gala à ces stars qui sont venus honorer notre pays, honorer notre jeunesse, redonner l'espoir à notre jeunesse, parce que c'est des vedettes qui ont, comme vous le savez tous, marqué leur époque. Ce gala, comme vous l'avez constaté, est un gala caritatif. Nous avons saisi cette occasion avec bien sûr son Excellence la Première Dame pour organiser cette collecte qui va directement aux familles de nos FDS qui sont tombés sur le champ d'honneur. Nos FDS qui donnent leur vie pour que nous dormons bien, leurs familles, leurs enfants. Qu'ils retiennent que la République retiendra toujours que ce sont les enfants de la République, ce sont des femmes de la République. Pour ce faire, la République doit les honorer, la République doit être là. C'est pourquoi la maman de notre pays, qui est la Première Dame, a bien voulu organiser ce gala pour collecter suffisamment de fonds et faire en sorte que ces familles soient à l'abri. Vous l'avez constaté, rien que le comité d'organisation, nous avions mobilisé d'abord 100 millions. Nous sommes présentement en train de collecter. Et je suis très heureux de vous dire qu'on est déjà au-delà aussi de notre 100 millions. Ça fait déjà plus de 200 millions qui sont déjà collectés. Des partenaires nous ont accompagnés dans des logements sociaux, notamment certains partenaires qui nous ont donné 100 maisons, dont 20 qui sont presque finis. Un autre partenaire nous a donné 100 bourses d'études universitaires pour 5 ans. Et nous continuerons bien sûr à recevoir cette générosité du peuple nigérien, cette générosité de tous ces bienfaiteurs pour le bien des familles de nos FDS à travers bien sûr la fondation de la Première Dame. 1958-2021, cela fait exactement 63 ans que le Niger a été proclamé République. L'occasion en cette veille de la dite célébration de faire le point sur les acquis démocratiques et politiques avec le président de MPCR que je vous propose de suivre en extrait avant de le retrouver en partie magazine dans cette édition. Est-ce qu'aujourd'hui tous les citoyens civils et militaires respectent la Constitution et l'ordre juridique de la République? Que ce soit citoyen avec pouvoir ou sans pouvoir, tout le monde est normalement assujetti à l'obligation de respecter ça. Nous avons dit dans notre Constitution toujours que, par exemple, à l'article 38, on dit la défense de la nation est un devoir de tous les citoyens. Tous les citoyens doivent se mobiliser pour défendre la nation. Ils doivent travailler sans relâche pour le bonheur du peuple. Tout le monde doit apporter sa contribution dans l'œuvre de construction de la nation. Donc on voit bien qu'il y a des gens, il y en a qui font l'effort de construire, il y en a qui détruisent. Il y en a qui travaillent, il y en a qui sabotent. Il y en a qui abusent. Il y en a qui détournent. Il y en a qui pillent.
il y en a qui dilapident. Tout ça là, c'est la situation que nous sommes en train de vivre. Pire, la bonne gouvernance qui est censée être observée, et c'est le deuxième pan de l'état de droit, on dit la bonne gouvernance. Cette bonne gouvernance là, elle n'est pas au rendez-vous. Parce que vous voyez, la bonne gouvernance, c'est le principe de la primauté du droit. C'est le respect de la légalité, le respect de la justice, faire des choses selon les règles. Et ce qu'il faut retenir et comprendre, dans l'état de droit, c'est un état de prévisibilité légale des actes possibles. Tout ce qui doit être possible d'être fait est légalement prévu par la loi. Et s'il n'est pas prévu, on engage une procédure qui permet de le prévoir et de le rendre en loi. Et en ce moment-là aussi, la manière dont ça doit pouvoir s'appliquer aussi est prévue par la Constitution. Dans cette édition, la direction commerciale de Niger Telecom a servi de cadre cet après-midi à une conférence de presse organisée par MDM Crew en prélude du grand concert dit de la Nation le 18 décembre 2021. D'autres précisions avec Zainabou Gagara et Abdelraouf Eyebou. Cette conférence de presse organisée par MDM Crew avec l'accompagnement de Niger Telecom dans le cadre des préparatifs du concert dit de la Nation à l'occasion du 103e anniversaire de la République du Niger. Une occasion pour les organisateurs de cet événement de rassurer le public. Le concert du 18 décembre, Inch'Allah, demain à partir de 16h, MDM Crew pour la première fois au stade général. C'est un artiste nigérien ou plutôt un groupe d'artistes nigériens au stade général. C'est historique, c'est inédit. C'est la première fois et franchement, merci à tous ceux qui nous ont permis d'arriver à ce jour. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour rassurer le public que ce concert va se tenir, Inch'Allah, dans de très belles conditions. En prenant la parole, le responsable de la direction de Niger Telecom réitère l'accompagnement de Niger Telecom à ce concert, tout en lançant un appel. Niger Telecom, nous avons tout mis en place pour que ce spectacle se fasse bien et que les Nigériens se sentent au Niger et fêter le 18 décembre en famille avec MDM Crew. Parce que nous avons demandé à toutes les familles, en tout cas à ceux qui nous concernent, à tous les agents de Niger Telecom d'être accompagnés avec leur famille. Et MDM Crew nous a permis de faire cela en donnant massivement les tickets pour que ces gens puissent faire le déplacement. Je rappelle que nous sommes une entreprise nationale et depuis longtemps, nous accompagnons toutes les bonnes initiatives du Niger. Tout celui qui a un projet, tout celui qui a un événement, un grand événement, nous sommes là pour l'accompagner. Et pour rappel, tout ce qui est culture, nous sommes là, la lutte, le football, j'en passe. Nous sommes là au cœur des grands événements pour accompagner les Nigériens à réaliser de très belles choses. Une occasion pour les journalistes de poser des questions sur ce concert. Si on se dit que si le Nigérien est capable de se déplacer pour un artiste étranger et faire le guichet fermé au stade, je pense que même si les gens chantent tout le temps que le Nigérien n'est pas patriote, mais moi je pense que c'est faux, parce que nous, depuis le jour où on a rempli le palais des sports, on a vu 6 000, 7 000 personnes au palais des sports, on s'est dit que si ces 6 000 personnes ont cru en nous, c'est que 40 000 personnes pouvaient croire. Et là on s'est dit, allons-y, parce qu'on a vu même sur les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup de changements. Quand on voit des gens qui ont créé des pages, par exemple, si je dis de cette Niger Buzz, il y a Niger Promo et tout, tous ces gens-là qui tout le temps nous souffrent, les gars, c'est possible. Mais on s'est dit, ok, on va aller. Et il y a moi beaucoup de fans qui nous disent, allez-y et vous allez voir. Voilà. Maintenant, nous, tout ça, au début, on était partis, c'est pour lancer plus le défi au public. Nous, on va mettre le fond qu'il faut, on va mettre tout ce qu'il faut pour vous donner un concert au stade. Maintenant, montrez-nous si c'est possible aussi aux Nigériens d'être patriotes et venir remplir le stade. Notons que cet événement dit de la nation, qui est une grande première de l'histoire, est une occasion pour les Nigériens de bien commémorer le 103e anniversaire de la République du Niger autour des grands artistes nigériens, tout en rappelant que Niger Telecom accompagne la jeunesse nigérienne, notamment la culture, l'éducation et le sport.
Au Niger, nous constatons une remise en cause de l'appareil judiciaire malgré la conformité par les tests et la logique de la séparation des pouvoirs. Les citoyens perdent de plus en plus confiance vis-à-vis de cette justice. Est-elle réellement indépendante? Pour répondre à cette question, nous avons tendu le micro aux étudiants juristes. Écoutons leur point de vue. Au vu en tout cas d'un certain nombre de comportements que nous sommes en train d'endurer, il est loin en tout cas de dire que en tout cas, la justice nigérienne elle est indépendante. Mais en ce sens où nous sommes en train en tout cas, de réaliser, en tout cas nous sommes en train d'apprendre les efforts qui sont en train en tout cas, d'être effectués par certaines personnalités en tout cas, qui siègent au niveau du ministère de la Justice. Et je crois que ça nous rassure, ne serait-ce que passablement, que la justice en tout cas, pourrait être indépendante, mais si et seulement si nous disposons et nous continuons à disposer des hommes de courage, des hommes en tout cas, qui osent dire non, vraiment, et qui ne font qu'appliquer les mesures prévues par les législateurs, c'est-à-dire les mesures prévues par les textes constitutionnels et au-delà, en tout cas, les lois qui sont prévues par l'ensemble des sentiments donc, de la population. Tout est prévu d'un point de vue juridique en fait pour garantir l'indépendance du juge. Mais il faut aussi dire que l'indépendance du juge, il ne suffit pas de garantir cela. Il faut aussi que ça soit effectif. Et l'indépendance s'apprécie en fonction du pouvoir en place. Vous voyez, donc ça dépend des rapports que le pouvoir judiciaire entretient avec les juges. Aujourd'hui, on estime que, par exemple, au niveau du parquet, par exemple, le parquet étant sous le joug du ministre de la Justice, il y a une entorse à l'indépendance du pouvoir judiciaire. On estime également que lorsque le président de la République préside, par exemple, le Conseil supérieur de la magistrature, ça influence également l'indépendance du juge. Vous voyez donc, dire que la justice nigérienne est indépendante, on va peut-être d'abord dire que cette indépendance est légalement consacrée. Maintenant, dans la pratique, ça reste à désirer. Est-ce que le Niger est indépendant, à plus forte raison sa justice à elle? C'est ça d'abord la question. La Constitution en elle-même, elle n'est pas respectée. Donc, cela me surprend que vous tirez encore des articles de la Constitution. Il y a de cela déjà moins de 72 heures. Nous constatons que la justice est en train de violer un droit fondamental des citoyens. Ce droit de marche-là. C'est au Niger qu'on a commencé par entendre qu'un député maire a cette prérogative d'interdire les marches. C'est au Niger qu'on a appris qu'un juge peut décider d'annuler une marche à cause d'un trouble à l'ordre public pendant qu'une décision a été rendue, là où la décision était claire, lorsqu'on disait que les forces de sécurité et de défense devaient veiller à l'encadrement de cette marche. Donc vous voyez, j'espère que j'ai un peu répondu à votre question, sinon je vous jure que l'indépendance de la justice nigérienne, là, moi, à mon humble avis, si je prends l'état de fait réel actuellement que nous vivons, même mes arrière-petits-enfants ne verront pas l'indépendance de la justice nigérienne. Si l'on constate la réalité des choses, la justice nigérienne n'est pas totalement ou expressément indépendante en tenant compte du fait que le président de la République est le président du Conseil supérieur de la magistrature. En ce sens, je dirais, on peut dire que la justice n'est pas indépendante. Compte tenu que le président de la République étant le président du pouvoir exécutif intervient dans les pouvoirs judiciaires à travers son titre de président du Conseil supérieur de la magistrature, on peut dire que la justice n'est pas expressément ou totalement indépendante. Place à présent à la partie magazine de cette édition consacrée à l'entretien que nous a accordé le président de MPCR Nouarzika sur les acquis démocratiques et politiques du Niger de 1958 à aujourd'hui. Très bonne réception. En cette veille de la célébration du 63e anniversaire de la proclamation
de la République et dans notre pays, qui était un projet très important et très ambitieux et qui, bien entendu, promettait à notre peuple et l'ensemble de ce qu'on peut espérer comme étant les atouts et les protections, les avantages qu'offre la République. La constitution de la République du Niger que nous avons a prévu que le Niger doit être une république, une et indivisible, démocratique et sociale. Ça veut dire que la gouvernance en République du Niger doit être assise sur les principes de base fondateurs de la République, qui sont le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. On doit respecter le choix libre et conscient du peuple. Et la volonté du peuple doit être respectée par tous. Donc, ensuite, nous avons dit dans notre constitution, et au niveau de notre constitution, nous avons dit que nous voulons bâtir une république qui soit un état de droit. Et l'état de droit que nous voulons bâtir en République du Niger, c'est un état de droit qui puisse garantir d'une part l'exercice des droits collectifs et individuels, la liberté, la justice, l'égalité, la dignité, la sûreté et le bien-être comme valeur fondamentale de notre société, et d'autre part l'alternance démocratique et la bonne gouvernance. Maintenant, voilà la matrice de l'état de droit que nous voulons dans notre pays. Maintenant, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Chacun doit faire son jugement. Moi, je vous rends ce que la loi a prévu. La Constitution a dit à son article 4 alinéa 2, dans l'exercice du pouvoir d'État, le pouvoir personnel, l'ethnocentrisme, le régionalisme, le favoritisme, la corruption, le favoritisme, le népotisme, l'esprit de clan, l'esprit féodal, le sexisme, la corruption, la concussion, le détournement des deniers publics, l'enrichissement illicite et le trafic d'influence sont bannis et punis par la loi. Ça veut dire que quelle que puisse être par ailleurs la parcelle de l'autorité publique que vous êtes appelé à exercer, vous avez l'obligation de l'exercer en respectant ces cadrages-là. Maintenant, est-ce que c'est le cas? Chacun peut regarder. Est-ce que au Niger, tout le monde respecte cette matrice-là? Chacun regarde. Les données sont là. Nous sommes un pays qui garantit la liberté d'expression, la liberté d'opinion, la liberté de penser, la liberté de conscience, la liberté de presse, la liberté et ainsi de suite, la liberté d'association. Mais on voit bien que entre ce que la loi prévoit et garantit et ce qui se passe sur le terrain au niveau du comportement des acteurs appelés à exercer et à gérer le pays, ou même les citoyens eux-mêmes, on voit bien qu'il y a c'est un gros fossé. L'article 39 de la Constitution dit que tout citoyen civil ou militaire a le devoir sacré de respecter en toutes circonstances la Constitution et l'ordre juridique de la République. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'aujourd'hui tous les citoyens civils et militaires respectent la Constitution et l'ordre juridique de la République? Que ce soit citoyen avec pouvoir ou sans pouvoir, tout le monde est normalement assujetti à l'obligation de respecter ça. Nous avons dit dans notre Constitution toujours que, par exemple, à l'article 38, on dit la défense de la nation est un devoir de tous les citoyens. Tous les citoyens doivent se mobiliser pour défendre la nation. Ils doivent travailler sans relâche pour le bonheur du peuple. Tout le monde doit apporter sa contribution dans l'œuvre de construction de la nation. Donc on voit bien qu'il y a des gens, il y en a qui font l'effort de construire, il y en a qui détruisent. Il y en a qui travaillent, il y en a qui sabotent. Il y en a qui abusent. Il y en a qui détournent. Il y en a qui pillent. Il y en a qui dilapident. Tout ça là,
c'est la situation que nous sommes en train de vivre. Pire, la bonne gouvernance qui est censée être observée, et c'est le deuxième pan de l'état de droit, on dit la bonne gouvernance. Cette bonne gouvernance-là, elle n'est pas au rendez-vous. Parce que vous voyez-vous, la bonne gouvernance, c'est le principe de la primauté du droit. C'est le respect de la légalité, le respect de la justice, faire des choses selon les règles. Et ce qu'il faut retenir et comprendre, dans l'état de droit, c'est un état de prévisibilité légale des actes possibles. Tout ce qui doit être possible d'être fait est légalement prévu par la loi. Et s'il n'est pas prévu, on engage une procédure qui permet de le prévoir et de le rendre en loi. Et en ce moment-là aussi, la manière dont ça doit pouvoir s'appliquer aussi est prévue par la Constitution. On a dit le gouvernement et l'Assemblée ont l'initiative de loi. Ça veut dire que s'il y a une nouvelle loi à adopter, le gouvernement peut l'initier, l'Assemblée peut la proposer, et puis on peut être dans la position de faire en sorte que l'on se considère qu'on a une situation qui est à ce moment-là, et comment on appelle ça, respectueuse de la légalité. Il y a ce qu'on appelle la procédure légistique, c'est-à-dire la manière dont on doit élaborer une loi et dont on doit la soumettre à tous les acteurs appelés à donner leur avis, et puis maintenant à la soumettre à l'Assemblée pour adoption et au président de la République pour promulgation, et ensuite maintenant la publication au journal officiel pour information du peuple et éventuellement opposabilité à tous les citoyens. Malheureusement aujourd'hui, vous voyez bien que la situation, on est loin du compte. La Constitution dit que le gouvernement est un gouvernement de la République. Le président de la République est le chef de l'État. Il est au-dessus des partis politiques. Donc il ne doit pas faire de la politique partisane. Une fois élu, le président, il incarne l'unité nationale. Il doit être le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire, de la souveraineté nationale, du respect de la Constitution, et il doit assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et la continuité. Aujourd'hui, on vit ce qu'on vit. À l'Assemblée nationale, les députés, chaque député est représentant de la nation entière. C'est pour ça qu'on a dit député national. On n'a pas dit député de tribu ou de région ou de parti politique. Et donc le député est national. Une fois que vous êtes élu à la fonction de député, vous êtes mis à la disposition de la République pour le travail qui est attendu de l'Assemblée dans laquelle vous êtes. Et on a dit les organes de travail de l'Assemblée, ce n'est pas le groupe parlementaire, c'est les commissions de travail. C'est les commissions parlementaires. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Sur le terrain, c'est les groupes parlementaires, donc les partis politiques ont une emprise forte sur la vie et le fonctionnement de l'institution, ce qui fait que les gens travaillent plus à développer le comportement partisan. Vous entendez souvent des députés réclamer qu'ils appartiennent à une majorité qui appartient et que c'est leur gouvernement. Mais, or, le gouvernement est un gouvernement de la République, il est un gouvernement de tout le monde. C'est un gouvernement qui comment on appelle ça, qui est censé gérer les problèmes de tous les citoyens. Et quand on est ministre de la République. Quand on est premier ministre, on est premier ministre de la République. Quand on est président, on est président de la République. Et quand on est député national, s'il vous plaît. Donc, c'est important de comprendre ça pour qu'on soit dans la situation de saisir la portée de ce que représente et ce que les textes ont prévu. Mais dans la pratique, qu'est-ce que les gens font? Les gens font autre chose. Si vous partez à l'Assemblée, si vous écoutez le travail de l'Assemblée, vous allez vous rendre compte que, en fait, les députés, ils viennent quand ils veulent. Et chaque fois, vous allez entendre, même récemment, la toute dernière fois, c'était de dire que le vote qui a été fait pour la loi de finances récemment, là, on a dit 127 voix, 129 voix, pour 30 contre et 0 abstention. Donc, où sont les 7? Ils sont partis où? Donc, et souvent, vous entendez comme ça à l'Assemblée, qu'on a fait un vote d'une loi à l'Assemblée où il y a 93 députés, 86 députés, 87 députés, 0 contre 0 abstention. Donc, où sont les autres? Ça veut dire que les gens ne font pas ce qu'ils doivent faire, ils ne doivent pas assumer. Enfin, ils n'assument pas ce qu'ils doivent assumer comme charge, comme responsabilité. Donc voilà comment le pays fonctionne. Il y a des tas de choses. Il n'y a pas longtemps, on a sorti des rapports de la commission de l'autorité de régulation des marchés publics
qui nous a annoncé que l'Assemblée a refusé de communiquer avec les auditeurs pour leur donner des informations sur des choses qui les concernent. Nous avons écouté la Cour des comptes qui a donné un rapport qui a dit aussi la même chose, qui a mauvaise gestion. Partout où on a donné des moyens de l'État à gérer, les gens se sont mis à les dilapider. Or, l'article 41 de la Constitution est très clair. Les biens publics sont sacrés et inviolables. Toute personne doit les respecter scrupuleusement et les protéger. Et vous voyez où, aujourd'hui, les gens qui gèrent les biens publics, ils les gèrent comme un patrimoine privé. Quand vous mettez des gens dans les entreprises publiques, ils pensent que c'est pour eux. C'est eux les agents et autres, ils pensent que c'est pour eux. Quand vous êtes dans un ministère, ils pensent que le ministère c'est leur propriété. Donc finalement, le citoyen, les autres, ils sont où? Quand vous prenez la loi des finances, vous l'analysez, vous regardez, on vient d'adopter la loi des finances, mais regardez la loi des finances, ce qu'elle a prévu, tout ce qu'on a prévu comme montant, on a dit qu'on va payer 425 milliards de dettes, mais allez savoir, cette dette-là qu'on rembourse, elle a servi à quoi? Qu'est-ce qu'on a fait avec? C'est important de savoir. Parce que si on doit payer quelque chose, on doit savoir, mais à quoi ça a été utile pour le peuple qui la rembourse. Ensuite, on a fait une répartition, vous avez vu, ça est là en train de circuler un peu partout. Donc, le budget est géré vraiment de façon à mettre juste une petite minorité de la population à l'aise au détriment de la majorité de la population. Nous sommes, vous prenez le budget national, d'abord au niveau des recettes, on mobilise tout le monde. Et ensuite, au niveau de la dépense, on prévoit de rembourser la dette. Ensuite, le salaire du personnel. Ensuite, les frais de fonctionnement. Puis ensuite, les subventions autres comment on appelle, transferts qu'on fait, notamment les paiements des salaires, et enfin, les pécules des étudiants, les pécules des contractuels, les pécules des appelés des services civiques. Et la subvention au niveau de certaines institutions où on demande de faire certaines facilités aux gens, par exemple, dans le domaine de la santé, on dit, bon, écoutez, on va faire la gratuité pour les enfants de 0 à 5 ans et les femmes qui ont des problèmes de santé, que ce soit les problèmes de césarienne ou le col de l'utérus ou les problèmes de cancer de sang et cancer de comment on appelle ça, cancer de cancer de sein. Donc tout ça et qui sont normalement des choses prévues et malheureusement vous allez voir, maintenant ce n'est plus respecté. Et toutes ces opportunités-là qui devaient aider les populations, le monde rural, les autres à avoir, ils n'ont rien. Maintenant, le dernier titre, c'est quoi? C'est les investissements réalisés par l'État. Mais ces investissements réalisés par l'État, vous le voyez, c'est des éléphants blancs qu'on fait. On fait des constructions. Une route qu'on peut faire à peut-être, je ne sais pas, 10 milliards ou 20 milliards, on prévoit un échangeur à 40 milliards. Est-ce que c'est la priorité pour le pays? Est-ce que c'est le prix normal alors que quand vous demandez aux Tchadiens, ils ont fait la même chose, sinon plus grand que ça, à, comment on appelle ça, 2 fois et demi moins cher que ce qu'on a fait ici au Niger. Quand vous partez au Burkina, c'est la même chose. Vous partez au Mali, c'est la même chose. Je prends les pays de l'intérieur comme nous, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les mêmes avantages que les autres qui sont des pays littoraux, qui sont en bord de mer. Mais la Côte d'Ivoire, disons le Burkina, le Mali, le Tchad et le Niger, c'est les pays qui se ressemblent et qui sont des pays de l'interland. D'accord? Mais vous voyez bien, aujourd'hui, un échangeur qu'on fait à Niamey à 25 milliards, on le fait au Burkina à 11 milliards. Donc il y a un problème. C'est donc 1 kilomètre de route qu'on fait au Burkina à peut-être 300 millions, ici au Niger on le fait à 1 milliard. Pourquoi? Donc là où on doit faire 3 kilomètres, on fait 1. Là où on doit faire 1000 kilomètres, on fait 300. Donc ça veut dire que quand on regarde, c'est pas que le pays n'a pas engrangé beaucoup de ressources. Le travail qui a été fait par les gens qui l'ont fait auparavant a permis au pays d'être dans une situation très améliorée. Il faut le savoir. Le pays a avancé du point de vue de la croissance économique. Parce que le budget de 2010 de l'État à l'époque, c'est moins de 800 milliards. Aujourd'hui, on vient d'adopter le budget avant-hier, 2890 milliards. Donc ça veut dire que entre 2010 et aujourd'hui, l'écart entre le budget de 2010 et
et le budget de 2021, aujourd'hui, maintenant pour 2022, il y a 2000 milliards de différence. Et 2000 milliards de différence, on doit sentir le changement réel au niveau de la majorité des populations, pas au niveau de quelques individus, comme c'est le cas. Et bon, aujourd'hui c'est le cas. C'est quelques personnes, évidemment, leur situation a changé en 10 ans. Ils sont devenus des magnats, des multimilliardaires. Ils sont devenus les nouveaux riches et la nouvelle classe, même pas moyenne, mais classe supérieure, avec tout ce que les uns et les autres aujourd'hui constatent sur le terrain. Ça, ce n'est même pas une affaire de... Bon, c'est ce qu'on voit. Et vous êtes là, vous avez votre caméra, vous avez la possibilité de circuler dans Niamey pour aller regarder les maisons qui sont fabriquées à Niamey là, et vous cherchez à savoir ça appartient à qui. Vous allez vous rendre compte que ça n'appartient même pas aux opérateurs économiques ou bien à des hommes d'affaires. Ça appartient à des individus, c'est-à-dire des petites gens qui sont des fonctionnaires de l'État. Des petits fonctionnaires de l'État, quelques agents publics, quelques ministres, quelques députés, c'est eux qui ont ça. Alors que nous étions partis à la conférence nationale pour dénoncer cette mauvaise gouvernance. C'est d'ailleurs pour ça que dans la Constitution, on a insisté à dire que l'état de droit que nous voulons bâtir, c'est un état de droit qui doit aussi garantir la bonne gouvernance. C'est-à-dire la bonne gouvernance s'entend la gestion correcte des biens publics et la primauté du droit et la lutte contre l'impunité. Si quelqu'un commet une faute, on le sanctionne. Et on ne peut pas, dans l'exercice du pouvoir d'État, faire prévaloir des considérations que je viens de rappeler au niveau de l'article 4 alinéa 2. Tel que le népotisme, le favoritisme, l'esprit de clan. L'esprit de clan, c'est l'esprit partisan qui domine aujourd'hui. Vous avez vu partout, donc dès qu'il y a un problème, on amène les histoires de parti. Même les affectations, les nominations, aujourd'hui au niveau de l'État, c'est conditionné à des considérations partisanes. C'est les affaires de partis politiques, et même dans les partis politiques, c'est des clans au sein des partis. Parce que tous les partis, il y a des partis qui ne sont pas des partis démocratiques. Donc c'est seulement le leader qui fait la pluie et le beau temps. Et c'est sa volonté qui s'exerce. Et donc toute cette situation-là est aujourd'hui celle que nous observons. Et à côté de ça, nous vivons maintenant une situation qui est là, préoccupante, là, qui nous concerne tous. Le problème de l'insécurité. Le problème de l'insécurité qui est là, qui aujourd'hui nous préoccupe. Aujourd'hui, nous sommes à l'occasion de cet anniversaire-là. On se retrouve à un 63e anniversaire, mais plein de problèmes. Où la République a plein de problèmes. La République est envahie. La République elle est à la croisée des chemins. Les difficultés sont multiples. Les problèmes sont là partout. Et les gens n'arrivent pas à se concentrer pour considérer que la construction nationale, l'ambition que nous avons nourrie de bâtir une république une et indivisible, démocratique et sociale, qui soit une nation unie et prospère, et bien la prospérité, ce n'est pas pour une petite partie des gens, c'est la prospérité pour tous les citoyens, pour que tous les citoyens sentent le fruit de la croissance et sentent et aient les raisons de se sentir épanouis et comment on appelle ça, dans leur vie de tous les jours. Mais malheureusement aujourd'hui, vous voyez bien que on est loin du compte. Et maintenant, les différentes options qui sont faites, c'est que nous sommes là, comme on dit, Balagaza, on est à la merci des intérêts étrangers, on est à la merci des forces d'occupation qui sont venues occuper notre pays sans notre volonté véritable. Et aujourd'hui, on est là, on est dominé avec toute cette insécurité entretenue et provoquée, qui est là en train de semer des morts, des bordels dans notre pays. Et là, il faudra bien que chacun le comprenne. Et nous sommes obligés de travailler à aller dans le sens de ne compter que sur nous-mêmes. Parce que si nous devons compter sur des gens qui ne sont pas nos véritables amis, en réalité, ils sont soi-disant nos amis, mais en fait, plus amis à nos ennemis. Parce que c'est ceux qui sont utilisés pour aujourd'hui venir s'aimer de façon injuste. Ce qui est en train d'être sémé comme perturbation, comme insécurité, comme mort dans nos villes et nos campagnes, et au niveau de toutes nos frontières, et que ce soit la frontière ouest ou la frontière est ou la frontière sud, et même un peu le nord. Donc aujourd'hui, c'est une situation qui est là
et où tout le monde doit prendre conscience. Et voilà, c'est que nous pouvons être amenés à considérer comme étant des éléments que nous pensons importants à évoquer pour qu'ensemble, tous ensemble, nous prenions conscience. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.